Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, le président de la République, Faure Essozina Gnassingbé, a procédé vendredi 8 septembre 2023 à de nouvelles nominations au sein du gouvernement. Un léger remaniement qui fait entrer 5 nouveaux ministres au sein de l'exécutif, 4 départs et quelques changements de poste. Pendant ce temps, le bras de fer continue entre l'ancienne ministre des Armées Marguerite Nyakadé et ses anciens membres sur la paternité du mouvement Jeunesse sans frontières pour le développement du Togo. La ministre pointe un doigt accusateur vers le secrétaire exécutif du parti Unir au pouvoir. À qui profite ce bras de fer? Qu'est-ce qui justifie le chamboulement au sein de l'appareil gouvernemental? Quelle appréciation des nouveaux entrants? Mesdames et messieurs, point de vérité, c'est tout de suite et maintenant. Nous avons déjà sur ce plateau nos invités, Lemou Constant. Il n'est plus à présenter, il est analyste politique. Bonsoir, monsieur Lemou. Bonsoir, Ricardo. Bonsoir à mon frère co-débatteur de Tampa Express, le promoteur, n'est-ce pas? Et bonsoir à toute l'audience de Direct 7 ou TV7, c'est ça? C'est ça. Merci. Merci pour l'invitation. Et bonne émission à nous tous. Alors, en face de vous, vous connaissez déjà votre co-débatteur. Nous allons donc le présenter, directeur de Tampa Express, Francis Napokwa, chers confrères, bonsoir. Bonsoir, Ricardo. Et vraiment très honoré encore d'être avec mon aîné, Constant Lemou, d'accord, et puis aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux youtubeurs de Direct 7 également, nos salutations. Mais je vais partager avec vous une petite information. Vous savez, depuis la semaine, nous avons suivi comment des détenus sont libérés depuis le Gabon. Les détenus, les prisonniers, surtout politiques, par les poutistes, entre guillemets. Et vous voyez la joie des gens. Et même avant d'arriver dans ce studio, je venais directement de la prison civile de Lomé, où j'ai été rencontré des compatriotes. Mais à la sortie, j'ai vu la queue à la prison civile de Lomé, c'est-à-dire que les gens qui venaient, il y a beaucoup de femmes. C'est-à-dire que j'ai compté, je peux estimer... Des femmes prisonnières? Non, à près de 90% des femmes qui sont en train d'aller pour visiter des détenus. Ce qui dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en prison. D'accord? Et ces hommes, c'est des bras valides dont on a besoin pour la construction de ce pays. Donc, les magistrats, faites votre travail. Faites l'inventaire des prisons civiles, que ce soit de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, et faites un bon rapport au chef de l'État, Faure Gnassingbé, pour que cette joie que nous avons vue naître ailleurs, comme au Gabon, puisse être partagée chez nous ici au Togo. On en a besoin parce que c'est des bras valides, je vous dis, qui sont à la prison. Merci pour cette information. Nous espérons que cela va tomber dans les oreilles de bonnes personnes qui vont donc exécuter. Alors, nous allons tout droit, Constant Lemou, en tant qu'analyste politique. Nous nous sommes réveillés ce week-end avec une information, remaniement des ministres dans le gouvernement de B. On se pose la question, pourquoi cette surprise? Personne n'a eu l'information. On n'informe pas, à mon sens, à la population avant un remaniement. Mais à chaque fois, il y a des rumeurs, mais ceci a surpris tout le monde. Mais même les journalistes, nous n'avons rien. Qu'il y ait un remaniement ministériel, il peut intervenir à tout moment lorsque le besoin se fait sentir au niveau de la gestion des affaires d'un département ministériel ou au niveau, à un moment donné où le président de la République ou le Premier ministre trouve nécessaire de réajuster quelques questions assez déterminantes suivant le moment, eh bien, le président de la République peut décider
remanier le gouvernement, soit en sortant un ministre, soit en le remplaçant par un autre. La nuit de vendredi, nous avons plutôt eu l'entrée, comme vous l'avez dit, de 5 nouveaux ministres, c'est ça? En tout cas, il y a 5 personnes qui ont été touchées par le remaniement, soit un déplacement de portefeuille, soit de nouvelles entrées. Cela ne peut pas être autant une surprise parce que pour ces ministres, depuis 2020, octobre 2020, si j'ai bonne mémoire, ils sont au poste, ils ont donné le maximum qu'ils pouvaient. Et au jour d'aujourd'hui, il revient au chef de gouvernement, au président de la République, d'apprécier le chemin parcouru, les nouveaux choix tactiques ou d'orientation et qui peut servir à quel niveau. Les ministres qui ont été remerciés ne peuvent pas, ou du moins nous ne pouvons pas considérer qu'ils sont mauvais travailleurs ou bien sont de mauvais ministres, non. Il peut s'agir d'un choix tactique, comme je l'ai déjà dit. On peut préférer quelqu'un à la place d'un autre pour les nouvelles orientations qu'on voudrait bien donner à tel ou tel département. Vous avez pu constater que le ministre, le général Yark, par exemple, a été déplacé du ministère de la Sécurité au ministère de l'eau et de l'assainissement, l'hydraulique villageoise. Bon, quelle mission on voudrait lui confier à ce niveau et quel est le besoin aujourd'hui de cette question d'hydraulique villageoise et d'assainissement, nous ne saurions le dire. Le nouvel entrant... Nous allons revenir sur ces différents ministères, analyser ceux qui sont sortis et ceux qui sont entrés. Est-ce que t'as pas esprit à votre niveau aussi? Il ne devait pas avoir de surprise. Non, pas de surprise en tant que telle, parce que depuis, Lemou l'a dit, depuis 2020, on constate beaucoup de dysfonctionnements au niveau des ministères. Parler de dysfonctionnement. Oui, et même au sein du gouvernement, on a senti à un moment donné que même les conseils des ministres se font rares. Et on s'est demandé, mais pourquoi et qu'est-ce qui se passe et qu'on ne fait plus de conseils des ministres. Est-ce que ce n'est pas régulier par semaine? Non, on n'en a plus fait. Même il y a un de nos confrères journal je ne sais pas si c'est La Manchette ou je ne sais pas quel journal, qui a même la semaine dernière, qui est revenu là-dessus, qui s'interrogeait sur qu'est-ce qui se passe et qu'il n'y a plus de conseil des ministres. Et donc, voilà, la surprise est arrivée. Et donc, mais ça n'a pas grandement fait mouche parce que les 2 ou 3 ministères qui ont été touchés ne sont pas des ministères aussi importants, d'accord? Mais ce que je dis, que ce soit aux nouveaux venus ou aux sortants, c'est que vous êtes en face, pas d'un parti politique, sinon d'un système, comme le dirait Maurice Daokou-Péré, paix à son âme. Et donc, quand on vous appelle, on vous nomme, on vous donne tout, tous les moyens, si vous voulez, vous pouvez bien être bien, vous pouvez bien travailler, vous pouvez voler, insulter, même emprisonner les gens. Mais sachez que vous êtes déjà payé. Le jour qu'on vous descend, il faut l'accepter. Nous allons donc analyser les postes. Vous étiez en train de parler du général Yark, qui est donc aujourd'hui ramené au niveau du ministère de l'eau et de l'hydraulique. Nous avons un confrère qui a titré le général Yark prend l'eau. C'est vrai que ça fait rire, mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas une information? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait quelque information que ce soit. Le dossier de l'assainissement de l'hydraulique villageoise, ce n'est pas un petit dossier. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir gérer efficacement ce portefeuille. Mais le ministère de la Sécurité, mais les deux, est-ce que c'est le même poids? Non, ça ne peut pas être les mêmes objectifs, ce ne sont pas les mêmes orientations, ça c'est clair. Mais il revient
au président de la République, au Premier ministre, de savoir quel est le profil qui peut mieux répondre aux besoins qui s'expriment dans tel ou tel département. Et au niveau du ministère de départ du général Yark, c'est aussi un homme calé, de par son profil de formation, ses expériences dans tous les départements. Calix, physiquement, on ne s'est jamais rencontré physiquement, mais lorsque vous avez eu vent de cette personne qui a parcouru de grandes écoles de formation, qui a occupé de hautes fonctions avec des résultats probants, ça ne m'étonne pas qu'il soit une telle personnalité, soit rappelée pour servir un département ministériel aussi important que celui de la sécurité. Le général Yark n'a pas démérité parce qu'il a fallu une personne comme lui pour pouvoir maintenir le niveau de sécurité dans notre pays. Et on ne peut pas le remplacer par n'importe qui. Ce ne sont pas de petites personnalités. On ne peut pas le remplacer par n'importe qui. Et s'il est appelé à un autre portefeuille, la question des inondations aujourd'hui, c'est aussi une question de sécurité. Quand on parle de l'assainissement, n'oubliez pas la question de l'inondation qui touche pratiquement toutes les régions de notre pays. Pour mettre les gens en sécurité, pour définir des plans d'assainissement, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas seulement une question d'ingénieur en disons, un ingénieur génie civil ou quoi que ce soit, non. C'est quelqu'un qui est rompu à la tâche, qui a une forte vision, qui a compris le plan, le plan politique et qui est capable de réaliser les objectifs qui sont fixés pour ce département. L'autre départ qui surprend, c'est celui de Paya Roa au ministère de l'administration territoriale. Et bien sûr, le départ de Paya Roa, c'est possible de par sa longévité au gouvernement. Et à ce poste, peut-être, les gens sont surpris qu'il parte. S'il est fatigué, c'est possible. C'est quelqu'un qui a un âge assez avancé également. Qu'il soit remplacé, ça ne devrait pas être une surprise parce qu'il n'est pas remplacé par n'importe qui non plus. C'est encore une forte personnalité qui vient le remplacer. Le préfet colonel Awate n'est pas une personnalité de moindre envergure. Attention, parcourez un peu, disons, sa carrière aussi bien militaire, administrative et politique, et vous verrez que ce n'est pas une petite personnalité. Souvenez-vous, il a géré la préfecture de Loti, il a géré la préfecture du Golfe, avant de gérer la préfecture d'Agoué, et ce ne sont pas de moindres préfectures. Vu la complexité, les difficultés dans ces différentes préfectures, ce n'est pas n'importe qui peut réussir ses missions dans ces préfectures. Ensuite, de par sa carrière militaire, je pense qu'il a tous les atouts nécessaires pour remplacer valablement le ministre Paya Roa Boupessi, qui peut être appelé à une autre fonction ou peut-être à se reposer, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, quand je vois les personnalités qui partent et celles qui viennent remplacer, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la cohésion et aux actions efficaces et à l'atteinte des objectifs que la politique exprimée à travers les 42 projets prioritaires du gouvernement actuel. Je ne doute pas que ces objectifs soient atteints. Figurez-vous également que notre pays est en train, disons, engagé dans un processus électoral dont les échéances sont tellement proches, et ce n'est pas n'importe qui peut gérer ou porter un tel dossier. Je pense que le choix n'est pas hasardeux. Alors, chers confrères, vous aussi, vous ne trouvez rien dans ce remaniement du gouvernement? Je crois que les pions ont été bien choisis selon les... Le journaliste en trouvera toujours. Et en fait, moi, il y a quelque chose qui me... On commence par le général hier. Oui, il y a quelque chose qui me choque un peu dans ces nominations, ces décrets, qu'on voit comme des décrets inachevés. Je prends par exemple, je commence par
par exemple, le décret de nomination du nouveau président de l'université de Lomé. Le nouveau président, il était à l'ENA. Est-ce qu'il garde toujours le poste de l'ENA ou bien on nommera quelqu'un? Je ne sais pas si vous voyez. Même le président de l'université sortant garde toujours le poste ministériel. Oui. On a vu les gens garder deux postes. Oui. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que les décrets ne vont pas au bout. Par exemple, je prends le décret de nomination du ministre Trimois. On ne dit pas que son poste, est-ce qu'il cumule les deux postes? En tant que secrétaire général. En tant que secrétaire général du ministère et puis ministre des droits de l'homme, la chose. Donc, ce n'est pas achevé. Maintenant, les autres ministres qu'on dégage, d'accord? On ne dit pas derrière quelles sont les fonctions qu'ils ont. On dit souvent qu'il est mis à la disposition de choses. Donc, les décrets ne sont pas... Mais les anciens décrets sont abrogés. Sont abrogés, mais ils sont où maintenant? C'est ce qu'il dit que, par exemple, le ministre Payadoa Boukwesi, voilà, c'est je crois, c'est un patriarche du gouvernement, sinon des gouvernements, puisqu'il a été au gouvernement de Yadema, il est au gouvernement de Fort, et puis peut-être qu'il bat même le record des limogeages au niveau des ministères, puisque en 2003, il a été limogé du gouvernement de Yadema. Il a été remplacé ou limogé? Limogé, remplacé. D'accord? Non. Bon. On peut supposer que vous avez fini votre fonction. Mais il n'avait pas. Non, la preuve est qu'il n'a pas fini, puisque quand le chef de l'État Faure Gnassingbé est arrivé, il l'a nommé. Et un jour, en plein midi, on nous a dit qu'il a mis fin aux fonctions du ministre Payadoa Boukwesi, alors ministre des Finances. Et voilà, après, on le ramène à l'administration territoriale. Et puis, un soir, maintenant ce n'est plus le midi, c'est un soir du vendredi, et qu'on dit qu'il n'est plus ministre, ça nous dit s'il part définitivement à la retraite ou il a un autre poste. Normalement, c'est ce qui est bien quand on a un bon serviteur, quelqu'un qui a bien servi, on ne le jette pas comme ça. Donc, il y a la forme, d'accord, de la recomposition, sinon de la mise, en mettant fin à la fonction d'une autorité, il faut que quelque chose l'accompagne. Maintenant, je prends le ministre Yark, il a fait toutes ses preuves. Le ministre Yark, il a été un homme errant depuis des années, il a sous-lieutenant, il a fait beaucoup de choses, jusqu'à arriver au grade de général, c'est pas donné à n'importe qui. Et même dans sa corporation, on sait que le ministre Niak, c'est quelqu'un qui est très aimé par la FDS. Et aussi même, dans l'opinion, dans la presse, on sent que c'est l'un des ministres qui n'est pas souvent critiqué, sauf les bilans des accidents qu'il fait et qu'on ne trouve pas de solution. Donc, il a posé des actes. Et en l'occurrence, le statut particulier de la police, et choses qui, jusqu'à présent, qui n'ont pas eu de décret d'application. Je crois que le meilleur cadeau que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, devait faire pour remercier le ministre Yark, c'est qu'on sorte rapidement ce décret d'application pour que la police et les gardiens de préfecture puissent jouir véritablement de leurs droits. Kalis Madjoulba, il est comme un grand frère à moi, puisque nous avons fait le quartier depuis l'enfance, d'accord, ça je ne vous le cache pas, donc qui véritablement n'est pas, c'est-à-dire que c'est un civil en quelque sorte dans l'armée, c'est un homme très, très gentil, très jovial, d'accord. Maintenant, il est arrivé à un poste. Je sais qu'entre-temps, il a été, incorporé dans la cellule d'enquête pour le décès de son petit frère Toussaint Madjoulba. Peut-être pendant ce temps, il a quand même réappris le terrain. Sinon, je pense que Yark est de l'autre côté et qui peut toujours le conseiller, qui doit être disponible pour que sa mission puisse véritablement tenir.
Alors, très rapidement pour terminer, en tant que confrère, la nomination du ministre de la Communication aujourd'hui, le professeur Ayadan quitte et donc Kugan prend la place. Est-ce que nous pouvons espérer quelque chose de la présidente des fêtières des communes? Oui, pour le ministre Ayadan, je crois que je l'ai même déjà dit plusieurs fois sur les médias, que son arrivée a suscité beaucoup d'engouement et bon, et tout le monde a cru d'espoir et tout le monde a cru que ça devait aller plus de l'avant, mais on a senti que tous les médias sont devenus pauvres. Et le grand frère Lemou peut-être ne peut pas partager mon avis, mais aujourd'hui, quand on a vu avec toutes ces réformes qui sont arrivées, et les médias togolais, pratiquement tout le monde tire le diable par la queue. Et je l'avais même prévenu que par rapport aux tests qui sont là présentement, c'est ces tests qui nuisent à la fonction du journalisme en tant que professeur d'université et professeur de droit, il doit tout faire pour qu'on puisse revoir rapidement ces tests, d'accord, pour rendre le métier aux journalistes. Sinon, un jour, on amènera quelqu'un qui n'a pas sa trempe de professeur d'université, mais qui viendra faire un travail au profit de la presse. Moi, je l'avais déjà dit sur des médias. Hier, à Tapamé, les gens ont dansé. Ils ont fait après le tam-tam pour annoncer son arrivée. Donc, on l'attend. Mais nous, en tant que journalistes, tout ce qu'on lui demande, c'est que les tests de la presse qui sont, disons, liberticides, parce qu'aujourd'hui, on peut vous traîner n'importe où, parce que sans considérer que vous êtes journaliste, nous n'avons pas de régie publicitaire. D'accord? Ça veut dire que quoi? Les publicités se donnent, disons, aux amis, et on oublie les autres. Et aussi, l'aide de l'État à la presse, au moins, avec son arrivée, on voudrait que l'aide, sinon on souhaite, et beaucoup de confrères certainement viendront là-dessus, que l'aide de l'État à la presse soit amenée au mieux à 1 milliard. Si elle arrive à le faire, d'accord, si elle arrive à bien parler au chef de l'État, que la presse n'est pas ennemie, la presse plutôt contribue à l'évolution de ce pays, alors on va l'acclamer. Les demandes sont énormes pour le ministre. Apparemment, Constant Lemou, il a dit quelque chose en tant qu'analyste. Je voudrais qu'on jette un regard qu'hier, la population d'Atakpamé s'est donc réjouie. Et quand on nomme un ministre, les populations pensent qu'en réalité, c'est pour sa population. Et donc, on attend du ministre des retombées. Est-ce que ce acte-là, vous le comprenez? Avant de répondre à votre question, il faudrait donner quelques précisions pour permettre à ceux qui nous suivent de bien comprendre certains aspects qui pourraient leur paraître flous. Frances disait tantôt que les décrets de nomination restaient quelquefois incomplets, soit parce que quelqu'un occupe un poste, on le nomme à un autre poste sans dire s'il doit libérer ou on n'a pas nommé son remplacé à son ancien poste. Sur ce point, il faut avouer qu'il y a des postes incompatibles, mais aussi il y a des postes qui ne souffrent d'aucune incompatibilité lorsqu'ils sont cumulés. Que le ministre Kokoroko, par exemple, assume la présidence, assumé la présidence de l'université de Lomé et le poste de ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat pendant pratiquement 4 ans, cela n'a souffert d'aucune incompatibilité. Que le président de l'université de Lomé cumule le poste de directeur général de l'École nationale d'administration et la présidence de l'université de Lomé, cela ne souffre d'aucune incompatibilité. Deuxième aspect sur lequel il faut aussi clarifier, la nomination au poste de ministre n'est pas un recrutement. De même, le limogeage n'est pas un licenciement. Quand on limoge quelqu'un de son poste de directeur, quand on le remplace par quelqu'un, on n'est pas obligé de dire qu'est-ce qu'il devient. Ce qui est sûr,
s'il n'était pas en fonction, s'il était chômeur, il retourne à son chômage. S'il travaillait dans le secteur public ou privé, il rejoint son poste. Être ministre est une fonction, ce n'est pas une profession. Être directeur général ou président d'une institution n'est pas une profession, ce sont des fonctions qu'on peut confier à un moment donné, dont on peut décharger à tout moment. Donc, le citoyen lambda doit comprendre cela. Très souvent... Et la loi prévoit le statut de ces postes de nomination. Par exemple, au niveau des ministères, la loi prévoit le statut des anciens ministres, des députés ainsi. Il n'y a pas de souci à cela. Quand un chômeur a été ministre, qui devient ancien ministre, le statut d'ancien ministre lui est appliqué. Il n'y a pas de souci. Qu'il ait été député ou qu'il ait occupé n'importe quel poste de responsabilité, lorsqu'il est déchargé de ses fonctions de responsabilité, eh bien, il bénéficie de la loi ou du moins du statut qui lui est réservé ou qui est réservé à cette catégorie de personnes. Alors, le problème ne se pose pas. Ce que nous disons souvent, lorsqu'on nomme, pour venir à la réjouissance de la... Lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité, à un poste au gouvernement, on manifeste notre joie. Nous sommes très contents. Mais on ne se pose pas la question pourquoi on l'a nommé. C'est lorsqu'on le décharge, lorsqu'il est limogé de son poste, qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais on ne s'était pas posé la question, qu'est-ce qu'il avait fait pour être nommé? On ne peut pas nier qu'il y ait des avantages liés à ces promotions. Il y a des avantages. Nous allons marquer une pause et nous allons revenir sur cette question de réjouissance. Deuxième partie de l'émission Coin de vérité. Qu'est-ce qui justifie le chamboulement au sein de l'appareil gouvernemental? Je reste toujours avec mes invités. Francis Napokroa, journaliste, directeur de publication de Tampa Express. Et je suis avec mon aîné, Constant Lemou, qui est analyste politique. On parlait de la réjouissance populaire pendant que les ministres sont nommés. J'étais en train d'analyser. Oui, vous avez évoqué la réjouissance populaire à Tapamé pour saluer la nomination de Mme Kuigan Yawa au poste de ministre de la Communication. Je pense que c'est une explosion de joie qui est tout à fait normale dans la mesure où quand vous voyez l'ascension de cette femme battante, il y a de quoi vraiment mériter une telle confiance. Et lorsque c'est chose faite, que le chef de l'État a placé sa confiance en une telle personne qui appartient à une famille, à une communauté, il y a lieu que la communauté soit contente, qu'elle exprime d'une manière ou d'une autre pour saluer justement cette promotion de leur enfant, leur fille à une si haute fonction. Notre pays compte des centaines de milliers de communautés. Et si le chef de l'État a porté son choix sur une personne qui appartient à une communauté donnée, raison de plus pour que cette communauté exprime sa joie. Je trouve normal cette joie exprimée par la population d'Atapamé. Madame Kuigan étant elle-même maire de Ogu 1, et elle est présidente de la fêtière des communes. Et récemment, elle s'est fait élire première vice-présidente des maires francophones d'Afrique ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est une ascension fulgurante qui doit être saluée et la joie exprimée par la population d'Atapamé est une joie que je trouve tout à fait normale et légitime. Chers confrères, on a l'impression pour les populations, la nomination au poste de ministre serait une récompense. Est-ce que vous le voyez ainsi? Oui, bon, c'est ce qu'on nous a toujours présenté, mais la chute de doyen et maire, président des fêtières, elle est en train de perdre tous ses titres après sa nomination, puisqu'il y a incompatibilité avec le poste d'élection, la mairie. Elle va devoir rendre
disons, sa démission. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre les ministres qui sont... non, il n'y a pas... Qui sont des élus, bon, je sais oui, pas ministre maire au Togo. Elle sera quand même dans le conseil, mais elle ne sera plus maire. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle s'éloigne de plus en plus de sa base électorale. Maintenant, les réjouissances, on aimerait, comme il a dit, qu'on ait encore des réjouissances lorsque la personne est démise du poste. Et chez moi, en Pays-Bas, les gens savaient bien le faire. Ils faisaient même des marches, les marches de soutien pour exprimer au chef de l'État la nomination d'un natif, malheureusement, qu'ils ne sont plus dans les choix stratégiques de Faure Gnassingbé. Donc, à chaque nomination, désormais, on ne voit plus. Donc, au moins, ce côté-là est tombé de marche. Mais c'est ça, la réalité du Togo, que c'est ça aussi qui permet aux populations, ceux qui n'ont pas de cadre, ceux qui n'ont pas de ministre, ils ne sont pas représentés à la fonction publique, ils ne réussissent pas aux différents concours. C'est comme ça le Togo. Vous vous rappelez qu'il y a même un ministre, le ministre, je crois, Tchedre de Pisserira, qui a même dit devant sa communauté qu'après le concours, pour faire passer les gens des savanes, ils sont obligés d'amener des noms ici et là pour pouvoir se faire la place. Et donc c'est ça. Donc dès lors que vous n'avez pas un ministre, vous n'avez pas de cadre administratif, c'est que votre milieu est abandonné pour un long moment. Vous n'aurez plus de cadre. Donc c'est pourquoi les gens fêtent. Ceux qui ont fêté, ils ont senti Madame Kuiga devenue ministre de la communication. Certains auront peut-être de l'emploi. Et vous allez voir peut-être bientôt au niveau du ministère de la communication, les gens qui vont... Parce qu'il va venir avec également son équipe. L'équipe d'Aïwada ne va pas la servir. Elle va amener son équipe. Vous allez voir au niveau de la TVT, au niveau de Radio Lomé, à Top, que bon, elle va vouloir imprimer également sa marque en mettant ses hommes, d'accord, au devant. Et souvent, les gens font recours aux natifs. Et c'est ça. Et donc, vraiment pour ce ministère, je crois, c'est une femme. Et la femme qui l'avait aussi occupée, c'était Madame Germaine Anaté, qui a également fait ses preuves à ce ministère, puisque elle avait travaillé quand même. Je crois que le dernier concours de recrutement de la fonction publique des pigistes chez les médias, c'est elle qui a pu organiser et puis, bon, son passage avec les états généraux de la communication qui a été tenu à Palimé. Après, il y a eu des projets qui ont été financés par la coopération française. Je crois que c'est des pistes de solutions pour Madame Kuigan, d'accord, qu'elle doit aborder, parce que les médias togolais ont véritablement besoin d'un ministre, un ministre qui est à leur écoute pour revisiter les lois dont nous avons déjà parlé, et également pour que nous ayons une régie publicitaire et que et l'aide de l'État à la presse soit revue, comme je l'ai dit, au moins à 1 milliard de francs CFA. Quelques minutes pour finir avec le sujet des nominations. Comment vous appréciez cet acte? Quelle est la cause? Pour certains, c'est peut-être le coup d'État au sein de l'espace CEDEAO qui amène les chefs d'État. On a vu au Cameroun, on a vu Guinée-Bissau, on a vu également au Rwanda. Est-ce que cela peut justifier le changement ici au Togo? Oui, c'est possible. Parce que en fait, quand vous voyez tout le remaniement, vous ne sentez pas véritablement que c'est un remaniement ministériel. Prenez le ministère régalien, je prends les finances, je prends la santé. En fait, la santé, c'est un ministère que beaucoup attendent que ça soit rapidement revu, parce qu'on est beaucoup retombé en matière de santé. Et donc, on peut dire que peut-être c'est le ministère. Quand on voit le costaud dedans, c'est deux. C'est l'administration territoriale et le ministère de la sécurité. Et comme je le disais tout à l'heure, le ministre Yark, c'est quelqu'un qui est vraiment adoubé.
Bon, en envoyant au ministère des Eaux aussi, c'est pour, on peut dire, hein, dans les stratégies, hein, c'est pour voir là où il quitte le matin, où il va le soir, où il revient. Donc, bref, si on rentre dans la théorie complotiste hein, des coups d'État, on peut dire que, bon, peut-être que on l'écarte des commandements qu'il maîtrise de mieux. Maintenant, il y a un nouveau qui est arrivé, qui, au niveau du pays, qui maintenant va beaucoup apprendre, hein, parce qu'il faut vraiment être accepté par le système. La sécurité, c'est très important. Il faut être accepté par le système, que les gens acceptent de travailler avec vous, sinon on va avoir les braquages tout partout, hein, tous les jours. Alors, Constant, voilà. Comment vous voyez ce remaniement? On l'explique par les coups d'État ici, par là, dans l'espace CEDEAO. Je voudrais d'abord dire ce que ce remaniement n'est pas. Ce remaniement ne donne pas l'occasion aux ministres qui entrent en fonction de faire recruter leurs proches dans la fonction publique ou faire réussir leurs proches au concours. D'ailleurs, le ministre Issa Tchédé, dont Francis Napokoura fait allusion, si vous vous rappelez, et ce que vous n'avez pas dit, je ne sais pas si c'est volontairement ou non, lorsqu'il a eu l'audace de tenir de tels propos, il a été proprement hué par son auditoire. Et il a présenté. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il a menti. Et il a présenté ses excuses. On ne peut pas dire qu'il a menti. Parce que il a menti. On ne peut pas dire qu'il a menti. Je peux le dire parce qu'il y a des éléments de preuve qu'il a menti, dans la mesure où, en traitant les populations et les jeunes des savanes d'être des fainéants, attention, les MOBA ne vivent pas seulement à Dapon. C'est là où je dis il peut exagérer. Non, il a menti sur toute la ligne, dans la mesure où, si les concours sont organisés, il y a des critères pour passer le concours, il y a des critères pour corriger et réussir. Et même, on demande à certains concours le choix des régions où on voudrait bien servir. Et il y a plusieurs paramètres à cela. Les MOBA, les peuples MOBA, ou du moins les fonctionnaires MOBA, qui ont réussi aux différents concours, n'ont pas fréquenté dans la région des savanes. Et ceux qui étudient dans les universités, ce n'est pas dans la région des savanes. Nous avons 2 universités publiques, à Kara, à Lomé. Nous avons eu des collègues MOBA qui sont de très bons intellectuels. Ils n'avaient rien envié à aucun parce qu'ils sont Donc, sur cette question de paternalisme ou bien de chauvinisme dans le recrutement, je pense qu'il faut vraiment avoir raison garder pour pouvoir tenir de ces propos-là. Ça ne se justifie pas vraiment. Peut-être le ministre Issa Tchédé a voulu faire un peu de show devant ses parents. Ça n'engage que lui, ça n'engage pas le gouvernement. Les ministres n'ont pas fonction de recruter ceux qu'ils veulent, mais ils ont pour une mission et ils ont besoin de mettre sur pied des équipes qui leur permettent d'avancer, d'atteindre les objectifs qui leur sont fixés. Chaque ministère a des projets prioritaires qu'il doit faire réaliser. Alors, il doit identifier parmi son personnel les compétences sur lesquelles il peut compter et réussir les projets qui lui sont... Parce que, attention, chaque ministre est périodiquement évalué par rapport aux projets prioritaires dont son ministère est chargé. Donc, ce n'est pas... Pardon, il faudrait vraiment que le citoyen soit bien au parfum des missions et des raisons de telle ou telle nomination à tel ou tel poste. On vous a compris. Oui. Nous allons aller sur le deuxième sujet. Je l'annonçais tantôt, la crise au sein de JSFDT de Mme Marguerite Niakhaté. Chers confrères, vous avez titré cette semaine à la une de votre journal, je me permets de citer, le parti Unir pris la main dans le sac. Escroquerie politique au JSFDT, Mme Marguerite Niakhaté remet les imposteurs à leur place. Est-ce que vous pouvez nous parler de quoi s'agit-il concrètement? Oui, nous avons tous suivi l'épilogue de Mme Niakhaté et Unir. Je crois même que nous avons... Mme Niakhaté et son mouvement son mouvement contre Unir.
Et je crois qu'ensemble ici, avec l'aîné, nous avons débattu sur... oui, je rappelle qu'ensemble, on avait déjà parlé, quand Mme Nyakadé n'avait pas réagi, aujourd'hui c'est à travers un communiqué de presse. Nous avons voulu prendre les deux parties, mais nos tentatives sont restées vaines. Oui, bon, ils ne pourront pas répondre, c'est compliqué pour eux. Donc, bon, nous sommes là, comme on était au premier, on était encore ici au premier jour. Donc, nous sommes allés dans le fond du dossier pour comprendre ce qui se passe. Et il s'est fait que Mme Marguerite a créé son mouvement. Son mouvement fonctionnait très bien, je crois, c'est depuis 2019, oui, qui fonctionnait bien et a pris un ancrage. Nous sommes allés jusqu'à même visiter les projets réalisés par ce jeune mouvement. Donc, à un moment donné, il s'est fait que les bailleurs de fonds, puisqu'ils fonctionnent sur le projet, sur des projets. Ce n'est pas un mouvement qui attend que la manne tombe du ciel. Donc, ils fonctionnent sur le projet, ils font des propositions auprès des bailleurs de fonds comme la AFD, l'ambassade des États-Unis et autres, la coopération allemande. Donc, ils ont la possibilité d'obtenir des soutiens. Mais il s'est fait qu'à un niveau donné, on dit que votre mouvement est trop proche d'un parti politique. Donc, le mieux pour pouvoir véritablement avoir les fonds, c'est, n'est-ce pas, de dissocier le mouvement de partis politiques. Et c'est ce processus d'abord qui a été entamé, mais on a l'impression que, étant donné que c'est des gens qui ont ratissé large, parce que c'était des projets de proximité avec des chefs des localités, villages, cantons. Donc, ça n'a pas de limite, hein, c'est de Lomé à Saint-Cassé, selon. Donc, les gens ont vu très tôt que si le mouvement, il perdait, disons, l'aura du mouvement sur UNIR, et ça risque de créer, sinon de démobiliser les choses. Donc, ils ont refusé carrément. Et donc, on a coopté d'autres membres qui sont venus faire un putsch, parce que il y en a qui ne sont pas membres d'office de l'association. Il y en a qui avaient même été radiés pour nos cotisations, parce que c'est des gens qui... Et ça, c'est un point fort de l'association, que tous les membres cotisent. Parce que quand vous prenez le mouvement associatif du Togo, même prenez les partis politiques, c'est le fondateur toujours qui met les fonds. Mais ici, on a senti que les membres cotisent, et selon les règlements intérieurs, mais ceux qui sont défaillants sont exclus statutairement. Donc d'autres sont venus faire un putsch sur un coup, mais que madame dit non, que ça ne tient pas et que l'association est toujours à elle. Donc il y a des voies de recours, donc c'est ce que nous avons essayé de relater, même en allant même jusqu'à chercher des projets réalisés de Lomé à Saint-Cassé que nous avons implantés. Alors, quand vous dites le parti UNIR a pris la main dans les poches, qu'est-ce que vous avez voulu signifier? Pourquoi ce rapprochement du mouvement avec le parti UNIR? Oui, puisque les premiers acteurs, je prends le SE de l'UNIR, le grand frère actuel, je prends Malik Nachabat. Vous savez, au départ, c'est eux qui avaient même demandé que l'association n'utilise plus les emblèmes proches du parti UNIR. C'était le premier déclic. Maintenant, quand l'association a voulu se transformer selon les statuts et selon l'Assemblée générale, c'est eux encore qui disent non. Et donc, ils ont eu l'appui, sinon le nouveau président Bachassi, je crois, c'est eux qui ont eu l'appui, ils sont financés. Et donc, comme je l'ai dit, il venait de nulle part, il n'a pas reçu les fonds du mouvement. Donc, c'est eux qui sont appelés à contribution pour aller sur le terrain et
prendre l'association en leur nom. Et ce n'est pas aujourd'hui. On a vu même des journaux au pays ici qui ont été aidés. On a aidé des gens à reprendre des journaux des gens, même des partis politiques comme ceux. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. Donc, c'est un fait ancien. Mais ce que je dis, si vous sentez que vous avez disons, la population derrière, vous avez des initiatives, allez initier. Il ne faut pas toujours prendre ce que l'autre a fait ou vouloir arracher le mouvement de l'autre, parce que derrière celui qui a créé a les idées et les projets, il ne faut pas toujours falsifier. Derrière, il y a quelqu'un qui a initié, qui ne livre pas tous ses secrets. Donc quand vous reprenez, vous ne pouvez pas faire les mêmes émois ou bien les mêmes mobilisations comme voilà. On va écouter votre vis-à-vis. Je ne sais pas si vous avez lu le communiqué de presse de Mme Niakhaté. Dans le communiqué, elle précise donc qu'elle n'a jamais reçu un financement du parti UNIR et elle refuse que la paternité des actions menées sur le terrain soit attribuée au président de la République, Faure Gnassingbé. Je ne suis pas membre de l'association Jeunesse sans frontières pour le développement du Togo. Vous êtes analyste? Bien sûr, j'ai suivi les actions de cette association. J'ai connu certains membres de cette association pendant des années, travaillé aux côtés du parti UNIR. Si je connais un peu le parti UNIR, c'est une concession non fermée. Et chacun ou toute personne qui se retrouve dans la vision du chef de l'État, président du parti, toute personne qui se retrouve dans sa vision, installe sa cuisine dans un coin de la concession et y travaille. Je pense bien que c'est ce que Marguerite Niakhaté a fait. Elle a installé son association dans la concession UNIR, a travaillé avec les militants UNIR, convaincus. Alors, si à un moment donné, elle décide de déménager, elle n'était pas locataire, elle est libre. Et Francis Nabokora vient Elle déménage avec son mouvement, c'est ça? Si elle, je dis bien, si elle demande à déménager, elle n'était pas locataire. Oui, mais c'est elle qui a créé le mouvement. Je ne sais pas. Un mouvement, une association, ça peut être l'initiative d'un individu, ça peut également être l'œuvre d'un ensemble, d'un certain nombre de personnes qui se constituent en membres fondateurs. Une association, un mouvement, c'est différent d'une entreprise. Même si c'était une entreprise, lorsque l'entreprise est ouverte aux actions, ceux qui sont actionnaires à un moment donné ont le droit de décision. Si au sein de cette association, il y a des membres de droit, des membres fondateurs ou des membres d'une certaine importance, eh bien, ils ont le droit de décision. Quand vous lisez le communiqué, on dit que les membres qui doivent siéger, exclure quelqu'un, n'y étaient même pas à cette assemblée. Ça, c'est elle qui le dit. S'il y a problème à l'intérieur de l'association, eh bien, il y a une manière de régler ce problème. Soit il y a une assemblée ou une invitation de tous les membres pour discuter du problème, ou si elle n'arrive pas à regrouper tout le monde, il y a le ministère de l'administration territoriale, il y a le ministère de la Justice. Si elle trouve que certains des membres de l'association sont en train d'usurper le droit de propriété de cette association, s'ils sont hors la loi par rapport au statut de l'association, c'est à elle de le dire, c'est à elle de mener les démarches. Communiqué de presse, d'accord, mais Nabokora vient de nous informer qu'à un moment donné, le secrétaire exécutif de l'UNIR et le délégué national de la jeunesse UNIR ont demandé que cette association n'utilise plus les symboles du parti UNIR pour leurs activités. Ça, je ne le sais pas, c'est vous qui venez de nous donner l'information parce que vous êtes allé au fond de la marmite. Bien, ce qui signifie
qu'en réalité, cette association a toujours travaillé sous le couvert de UNIR, avec le soutien de UNIR, et à un moment donné, et le délégué national jeunesse UNIR et le secrétaire exécutif ont demandé que les emblèmes ne soient plus utilisés. Je me souviens, lors de la campagne, par exemple, que ce soit les législatives de 2018 ou les présidentielles de 2020, même les locales de 2019, il a été refusé aux associations de mener la campagne électorale. Mais que tous ceux qui voudraient accompagner les partis qui se fusionnent dans les plans de campagne des partis. Alors, si par exemple, c'est à cette occasion, le parti a demandé que l'association travaille avec le parti sans utiliser les emblèmes du parti, ça peut se comprendre. Mais je ne sais pas si ce que vous dites est vraiment fondé. Ce que j'ai constaté, moi, actuellement, le président de la Jeunesse sans frontières pour le développement du Togo, M. Pachassi Sohanam, si j'ai bien retenu le nom, est actuellement en train de faire une tournée nationale et il installe les représentations de cette association dans chaque région. C'est ce que actuellement. Je termine. S'il le fait, et si j'ai bien lu les objectifs signalés dans le communiqué de presse, c'est plutôt le président Pachassi qui est en train de réaliser les objectifs fixés par l'association. Pendant ce temps, Mme Nyakade, qui se proclame toujours présidente, est là. Alors, elle ne fait rien. Oui, chers confrères, on va aller très rapidement parce que le temps nous fait défaut. Quand on vous lit également, on voit que vous dénoncez certaines autorités qui refusent de délivrer l'attestation d'origine à Mme Nyakade. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement? Oui, il y a le côté de la mairie, et le côté de la préfecture, au niveau de Kara, qui ont refusé. Et puis ce n'est pas un fait nouveau, on ne va pas le nier. Même tout dernièrement, le professeur Dosset, qui a son passeport en renouvellement qui est bloqué, d'accord. Donc on a toujours utilisé l'appareil de l'État pour régler certains comptes, ce qui n'est pas du tout normal. Elle a besoin d'un certificat d'origine. Ça fait partie des documents qui sont demandés par le ministère de l'Administration. Est-ce que réellement la préfecture ou la mairie a refusé de lui délivrer ce dossier, ce papier? Bon, est-il qu'elle a déclaré que la préfecture et la mairie ont refusé de lui délivrer ces papiers, et à travers des courriers elle a adressé des courriers, ce n'est pas chose. Donc, ce n'est pas un fait nouveau, comme je suis en train de vous le dire. Et je crois, cette façon comment l'appelle-t-on, d'embastiller des gens, et nous devons savoir que dans un parti politique, il doit avoir en principe plusieurs courants d'idées. Par exemple, quand on parle du grand parti uni, je ne sais pas ce qui est grand là-dedans. Mais quand, à partir du moment où... Non, mais écoutez, depuis 2002-2003, il y a eu, par exemple, les gens comme Daoukou Péré, j'ai donné son nom ici, et Agbouyoumé Kodjo, en tant qu'il avait appuyé, qui avait amené, disons, l'idée de rénovation du parti RPT. Vous avez vu comment ils ont été lynchés jusqu'à Péré, lui, il est décédé. Et donc, toute personne qui veut apporter une nouvelle idée à ce parti est considérée comme ennemi. Ok? Chuter rapidement. Oui, et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et quand on le fait, au fur et à mesure, c'est qu'on avertit déjà les autres qui sont là, qui sont dans le parti, que le jour où vous voulez, ça dit ou bien vous-même causer même dans un coin, et que c'est rapporté, d'accord, que vous êtes livré à des châtiments. Un parti politique ne vit pas comme ça. Alors, Constant, un parti vit avec... Quelques secondes seulement. Est-ce que vous trouvez normal qu'on refuse à un citoyen d'avoir un certificat d'origine ou
d'attestation d'origine, si ce que le confrère relate est vrai. Quelques secondes seulement, parce que nous sommes à la fin de notre émission. Eh bien, je ne crois pas qu'une autorité, qu'elle soit municipale ou préfectorale, puisse refuser la délivrance d'un document administratif à un citoyen qui demande. Vous nous aviez déjà donné l'information selon laquelle le ministère de l'administration territoriale aurait refusé de permettre à Mme Niakhaté de créer son parti politique, alors que c'était faux. Elle n'avait même pas fait la demande. Vous nous avez déjà dit ça sur ce plateau. Ce sont des faussetés. Il faudrait que l'information soit fondée. L'attitude de Mme Niakhaté me surprend. J'ai l'impression, dans cette recherche à entrer en collision avec les responsables du Parti UNIR, c'est exactement comme un vieux tricycle qui veut simplement entrer en collision avec une berline pour se faire un nom. Alors c'est bon. Au-delà, il n'y a rien, c'est du vide. Les mots, quel est votre mot de la fin? Quelques secondes. Mon mot de fin, j'aurais souhaité que ceux qui s'engagent sur un objectif donné, ceux qui ont une vision, l'expriment clairement et ne cherchent pas à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Merci. La crise au sein de la jeunesse sans frontières pour le développement du Togo est une crise interne à un mouvement. Il y a des procédures pour résoudre cela. On n'a pas besoin de chercher une collision avec le parti UNIR qui n'en a que faire. Merci d'être venu dans cette émission. Francis Napokwa, quelques secondes seulement pour... Non, mais il a déjà dit que c'était Bachassi qui n'est pas régulier avec ses cotisations. Ah non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Vous continuez dans la désinformation. Je ne l'ai pas dit. Non. Je ne peux pas le laisser boucler dans les mensonges. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Monsieur Bachassi est le président actuel qui est en train de mettre sur pied les représentations régionales du mouvement. Alors, je n'ai aucune preuve et vous n'en avez pas mieux que M. Bachassi soit un président légitime. Oui, il est, parce qu'il est issu d'un congrès, d'une assemblée extraordinaire du mouvement. S'il y a une crise, qu'elle se règle au sein du mouvement. Alors, concluez rapidement. Donc, Bachassi s'est élu en quelques semaines après, disons, le putsch. C'est lui qui est en train de réaliser les objectifs du parti, du mouvement. Nous l'avons tous constaté. Non, mais attendez. Il faut le laisser le temps est fini. C'est des réunions que vous regardez. Et puis, je dis que le parti UNIR permette aux gens qui veulent créer des partis politiques de les créer. Merci. Il ne faut pas mettre l'administration au travers. Il y a plus de 100 partis politiques au Togo. Merci à vous tous qui êtes restés à l'écoute de cette émission. C'était tout pour ce numéro. On va donc se retrouver la semaine prochaine. Au revoir et à très bientôt.